Il est bien évident qu'on ne peut pas traiter en 15 minutes cette question de l'islamophobie, et donc je donnerai un certain nombre de repères, et bien sûr de repères qui pourront aussi faire l'objet de discussions, et voire même de critiques. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Tu as dit un certain nombre de choses que je vais d'ailleurs reprendre, qui est effectivement ce basculement d'un racisme anti-arabe, malheureusement qu'il fallait bien qualifier de classique, anti-immigré, même s'il était brutal, un racisme qui intègre de plus en plus des références directes à l'appartenance réelle ou supposée des personnes. D'une certaine manière, on pourrait dire que ces 15-20 dernières années, le racisme anti-immigré et anti-arabe s'est islamisé et qui touche de plus en plus, on l'oublie de le dire, des Français. Parce que ce qu'on oublie toujours de dire quand on parle d'islamophobie, de musulmanophobie, de peur de l'islam, c'est qu'en fait les premières victimes sont des Français de confession musulmane, ou des Belges de confession musulmane, des Canadiens de confession musulmane, et que ce sont des nationaux qui sont victimes, et non pas des étrangers. Et de ce point de vue, je suis assez d'accord avec toi dans je dirais l'inclusion de cette question musulmane dans le racisme, c'est qu'on est passé du statut imaginaire de l'islam comme religion de l'étranger, comme religion de l'immigré, au statut de religion étrange. On admet que c'est une religion de certains de nos compatriotes, français, belges, on l'admet. On va même visiter des mosquées. On s'intéresse à cette religion, mais dans le même temps, donc on la considère plus tout à fait comme une religion d'immigrés, comme une religion étrangère, mais paradoxalement, on la trouve de plus en plus étrange. C'est-à-dire que c'est un peu comme si les politiques, tu as cité l'extrême droite, mais ça touche malheureusement toute la classe politique française, de droite et de gauche aussi, les intellectuels, mais aussi des milieux très simples, qui ne sont pas forcément des gens réputés pour leur racisme. On a l'impression qu'on est dans une sorte d'ambivalence permanente, qui consiste à dire musulmans, bienvenue chez nous, en oubliant au passage qu'ils sont chez eux, et en même temps, en ne cessant chaque fois de les rappeler à l'ordre sur des supposés comportements déviants avec les normes démocratiques, républicaines, droits de l'hommiste, etc., etc. Alors, premier élément que je voudrais dire, d'abord, c'est vrai que la peur de l'islam est une peur ancienne dans les sociétés européennes. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous faire un historique, mais on peut dire que la peur de l'islam, je ne dis pas l'islamophobie, la peur de l'islam, la vision anxiogène de la religion musulmane et des musulmans, est même presque constitutive de l'identité européenne. Des grands auteurs comme Maxime Rodinson, auxquels il faut rendre hommage, ont très bien montré que l'unité politique, idéologique, théologique et culturelle de l'Europe s'est faite par la définition d'un autre radicalement différent et d'un autre menaçant, le musulman. Donc de ce point de vue-là, je dirais que la peur de l'islam, la préhistoire de l'islamophobie actuelle, a des racines anciennes. Notamment qu'on peut remonter quasiment au XIIe ou XIIIe siècle, où une partie des églises chrétiennes et de l'église catholique ont utilisé ce qu'on a appelé l'anti-mahométisme pour faire l'unité des chrétiens d'Europe. Il y a eu bien sûr, si on veut faire une histoire à grands traits, il faudrait bien sûr beaucoup plus rentrer dans les détails, il y a bien sûr eu la période aussi coloniale, où le statut de la religion musulmane a été ambivalent, à la fois valorisé comme élément de contrôle social et sécuritaire, mais en même temps péjorativé, rabaissé comme élément de domination. Le fait qu'on confonde le statut de l'indigène avec sa religion, ou sa supposée religion, était une façon de le conforter dans un statut d'infériorité du point de vue des droits politiques, des droits sociaux, des droits économiques. Et la période coloniale a été aussi une période, ou ce qu'on pourrait appeler la période des grands empires coloniaux, a été aussi un moment de l'histoire européenne qui a contribué à structurer, à forger cet imaginaire européen, voire même au-delà nord-américain, à l'égard de l'islam et des musulmans. Mais, malgré ces héritages, lourds si je puis dire, ces héritages anciens, que peut constituer par exemple la théologie, une partie de la pensée théologique chrétienne, qu'a pu constituer aussi l'entreprise coloniale, il me semble quand même
que le rapport aux musulmans, le rapport angoissé aux musulmans, ce rapport anxiogène aux faits musulmans d'une manière générale, a subi une évolution qui fait que c'est de moins en moins une peur qui est motivée pour des raisons que l'on pourrait qualifier de théologiques ou de religieuses. Ce n'est moins en moins une peur chrétienne, une peur ancienne, qu'une peur moderne qui prend appui sur des présupposés dits modernistes, laïques et démocratiques. Aujourd'hui, le musulman imaginaire fait peur non pas parce qu'il n'est pas chrétien, non pas parce qu'il est indigène, mais parce qu'il est supposé, par ses attitudes, ses comportements et ses opinions, rentrer en conflit avec une certaine conception de la modernité fondée sur la démocratie, la tolérance, l'égalité homme-femme, etc. En somme, pour dire aujourd'hui, dans ce que j'appellerais les vecteurs de cette peur de l'islam, de cette vecteur de rejet, de méfiance à l'égard des musulmans que l'on peut qualifier d'islamophobie, ça se discute, c'est de plus en plus des présupposés fondés sur les droits de l'homme, l'antiracisme, la modernité. Et je dirais que même, ça peut vous sembler complètement fou, mais même une certaine pensée antiraciste favorise parfois la peur du musulman, parce que le musulman est supposé, lui, porteur d'une certaine violence qui est vue comme contraire fondamentalement à une certaine conception de la société, de l'égalité homme-femme, des droits de l'homme, de la modernité politique, etc., etc. Donc, on est bien passé d'une peur qui était, je dirais, située religieusement, culturellement, à une peur qui, aujourd'hui, utilise très largement le ressort du discours des droits de l'homme, voire même de l'antiracisme, pour considérer que les musulmans ne sont pas tout à fait comme nous. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est pour vous dire que la difficulté aujourd'hui, précisément, à actionner des combats ou des réponses à la peur de l'islam et d'une manière générale à l'islamophobie, c'est que si c'était simplement des gens d'extrême droite racistes ou des chrétiens extrémistes qui disaient on n'aime pas les musulmans parce qu'ils sont contraires à nos valeurs religieuses, parce qu'ils sont contraires à nos valeurs ancestrales, parce qu'ils sont contraires à nos conceptions nationalistes radicales de la nation française, belge, italienne, à la limite, le combat, comme tu le disais, serait clair. Mais aujourd'hui, non. Vous regarderez que tous ces intellectuels que tu as cités ont un point commun, c'est qu'ils ont souvent été des grands intellectuels antiracistes. Et que les musulmans sont fondamentalement vécus aujourd'hui comme une menace pour nos conceptions de la tolérance, de la démocratie et de l'universalisme. D'où l'efficacité de l'islamophobie, c'est qu'elle ne s'appuie moins sur, je dirais, un discours radicalement raciste qui serait celui, en gros, de Marine Le Pen, voire même au-delà de Marine Le Pen. Elle s'appuie très souvent aussi sur un discours qui a, je dirais, des ressorts qui sont ceux des droits de l'homme, de l'égalité homme-femme et de la démocratie. Le musulman fait peur parce qu'il est supposé incarner, d'une certaine façon, la figure de l'antimodernité. Et c'est bien aujourd'hui dans cette figure de l'antimodernité que puisent les ressorts, les mécanismes, je dirais ce dynamisme anxiogène que constitue l'islamophobie aujourd'hui. Difficulté supplémentaire aussi, c'est que c'est un racisme qui emprunte non pas les formes biologiques qu'ont pu connaître par exemple le racisme anti-juif qui a conduit au génocide de la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'il emploie de plus en plus l'argument culturel. Ce n'est plus la différence de sang, ce n'est plus la différence de race qui est évoquée, mais la différence de valeur, la différence de principe. D'où, comme diraient certains sociologues, c'est un racisme qui se veut soft, c'est un racisme qui se veut latent, d'où aussi son efficacité et sa difficulté à identifier, je dirais, ses propagateurs, ses propagandistes et ses légitimateurs. C'est un racisme, d'une certaine manière, qui pénètre d'autant mieux la société, les partis politiques, les cercles intellectuels et parfois, malheureusement, certaines organisations progressistes, qu'il se veut plutôt, je dirais, un discours sur les valeurs et les principes plutôt que sur la race. D'où il ne fait pas peur. Et de ce point de vue-là, je dirais que c'est un élément important. Autre élément à qualifier sur l'islamophobie, je dirais, c'est aussi, d'une certaine manière, sa capacité de plus en plus à user d'un discours de tolérance. Yassine Rachid, ici présent, pourra le dire, l'islamophobie n'est rarement fondée sur l'idée « je ne veux pas de toi, je ne veux pas que tu sois français, je ne veux pas de l'islam ». Au contraire, il y a même
parfois, dans certaines attitudes, comportements ou discours islamophobes, l'idée, mais les musulmans, moi, c'est une religion que je respecte, que j'admire, que je lis, etc. Mais, et le mais commence. Et l'un des gros, des gros tournants aussi du discours de peur de l'islam, du discours anxiogène sur les musulmans, ça a été la question de l'islamisme. Parce que, bien sûr qu'il ne s'agit pas de confondre islam, islamisme, voire islamisme radical, djihadisme, ce qui sont des choses totalement différentes. Mais très souvent, à travers la question de l'islamisme, on a très souvent généralisé abusivement ce qu'était la question musulmane. Et à partir des années 90, les questions musulmanes en France, dans les médias, dans le discours politique, est quasiment traitée exclusivement à travers la question et la représentation de l'islamisme et de la menace de l'islamo-terroriste. En disant aux musulmans, finalement, certes, toi tu es gentil, toi tu vas à la mosquée, mais dans ta mosquée, il y a des gens qui sont quand même extrémistes. Et si tu ne fais pas attention, toi-même, tu peux te faire contaminer et contaminer l'ensemble de ton quartier, l'ensemble de la ville et l'ensemble de la nation. Et ça, la question de l'islamisme a été une manière assez habile, parce que bien sûr qu'il y a des groupes radicaux. Moi, je vis au Liban. Nous avons actuellement un attentat tous les 3 jours. Bien sûr qu'il y a des groupes qui se réclament d'un islam radical qui tue aveuglément. Bien sûr. Mais en même temps, très souvent, on a tendance très rapidement à tomber dans l'amalgame, dans cette idée que tout musulman serait membre d'une tribu internationale et donc relié à l'islamisme. D'une certaine manière, on demande aux musulmans, il y a eu un attentat islamiste, et qu'est-ce que tu en penses? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en pense de plus que toi, si ce n'est qu'il y a des morts innocents? Et ça, c'est aussi un des glissements qui a eu lieu dans les années 90-2000, c'est-à-dire de lire les réalités musulmanes ordinaires européennes à travers le prisme de l'islamisme. Et contrairement à ce qu'on croit, et avant de conclure, je finirai par là, le vrai 11 septembre en France, ça n'a pas été le 11 septembre aux États-Unis, ça a été la crise algérienne. Ce qui a beaucoup marqué les consciences françaises, et même un peu au-delà, les consciences francophones en Belgique, c'est effectivement les représentations médiatiques autour de la guerre civile en Algérie, 90-98, avec cette idée, ceux-là même qui sont en train de mettre le feu en Algérie, produisent des enfants qui sont dans les quartiers populaires français et vont finir par islamiser la France. Donc le vrai 11 septembre, on dit oui, le 11 septembre a tout changé. Non. Thomas Deltombe, qui est un auteur remarquable, et je citerai d'autres auteurs aussi tout à l'heure, a bien montré que la crispation identitaire en France, tu as raison, c'est 1989, et au-delà de 89, c'est les retombées de la crise algérienne et la peur de ce qu'on appelle l'islamisme qui va faire de plus en plus accréditer plusieurs choses. Les islamistes sont parmi nous, dans les banlieues françaises. Ce ne sont plus des étrangers, ce sont des Français. Ce ne sont plus des illettrés, ce sont des cultivés. Et ce sont surtout aussi des femmes. Et donc, féminisation, nationalisation de la menace, qui fait que la crise algérienne que vous avez vécue aussi au Maroc a provoqué cet effet de crispation identitaire, et ça a été en quelque sorte le 11 septembre français. Et je conclurai très rapidement par un certain nombre d'éléments. D'abord, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas tomber, bien sûr, dans un discours de victimisation, pauvres musulmans, etc. Il faut rester raisonnable. Mais en tout cas, il est clair que l'appartenance musulmane ou réelle ou imaginaire d'une partie de nos concitoyens français et belges est vécue comme quelque chose de problématique. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, on peut dire qu'il n'y a pas d'islamophobie, comme Caroline Fourest, mais reconnaissons au moins qu'il y a une tension, qu'il y a un rapport problématique à l'identité musulmane qui s'apparente de plus en plus à ce que des philosophes comme René Girard appelleraient la fabrication du bouc émissaire. Aujourd'hui, le musulman est un peu le bouc émissaire des démocraties européennes. Le musulman, d'une certaine manière, c'est le musulman émissaire. Ce n'est pas la victime coupable, c'est la victime que l'on peut sacrifier. Que l'on peut sacrifier d'une certaine manière pour, quelque part, justifier, expliquer nos problèmes économiques, nos problèmes sociaux et notre crise d'imaginaire démocratique. La démocratie va mal, parlons de l'islam, comme ça on ne parle pas de l'essentiel. Et là, de ce point de vue, je dirais que malheureusement, le rapport à l'islam s'apparente de plus en plus à la fabrication d'un bouc émissaire. On parlait de l'antisémitisme pour ne pas parler des gros problèmes dans les années 30, allant jusqu'au pire, dans ce qu'a été le génocide de la Seconde Guerre mondiale. Je dirais que pour les musulmans, on est dans un rapport qui peut apparaître plus doux, d'une certaine manière, mais on est quand même dans un rapport de bouc émissaire, c'est-à-dire parler du voile,
parler de la moustache, parler des quelques djihadistes en France, alors qu'il y a des centaines, des milliers de morts en Syrie, mais on parle quand même, vous voyez, le narcissisme qui consiste à parler des djihadistes français, alors que tous les jours de la population civile syrienne se fait bombarder, tout ça c'est une manière de ne pas parler de l'essentiel, de notre impuissance. C'est dans l'impuissance de la démocratie européenne que l'islamophobie fait son lit. Et je finirai aussi par là, je dirais que quelles sont les conséquences de l'islamophobie? Il y a aussi des réflexes, ce que j'appellerais les réflexes de plus en plus du bocal, l'entre-soi musulman, qui est effectivement chez un certain nombre de jeunes de dire « puisque nous ne nous aimons pas, on restera entre nous ». C'est un des effets effectivement directs ou indirects de l'islamophobie, ce sentiment qui est finalement de rester entre soi parce qu'on ne nous aime pas. Il y a aussi le contraire, l'hyperconformisme, en disant « mais oui, mais moi, vous voyez, c'est vrai, les musulmans sont pas bien, c'est vrai, les musulmans, c'est des terroristes, il faut s'excuser. » Bah, moi, excusez-moi, quand il y a des terrorismes commis par des non-musulmans, je ne suis pas à la télévision pour dire « ah, mais tiens, lui, il me ressemble, il a les yeux bleus, je m'excuse pour lui. » Mais non, mais je suis rien à... Ah, regarde. Là, il y a aussi ça, un certain nombre d'intellectuels qui font leur beurre, c'est le cas de le dire, sur ce discours en disant en gros « moi, je suis un bon musulman, vous êtes tous des mauvais musulmans. » Il y a aussi quelque chose qui n'est que je n'associerai pas à quelque chose de négatif, mais qu'on a beaucoup vécu chez des intellectuels de gauche français, entre guillemets, issus des migrations maghrébines et qui ne se sentaient pas musulmans, la découverte d'un sentiment de co-appartenance musulman. Je n'étais pas musulman dans les années 70, j'étais même athée, agnostique, je chantais l'international, je chante toujours l'international, mais je me sens un peu musulman. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et puis il y a aussi, il faut le dire, un des effets, aujourd'hui qu'on perçoit en Europe, qui est d'ailleurs le sujet d'un film que l'on va sortir bientôt, qui est la segmentation de l'antiracisme dans les sociétés européennes. C'est-à-dire finalement tout le monde se bat pour soi, le musulman pour défendre les musulmans, le juif pour défendre les juifs, mais finalement on se bat de moins en moins pour défendre les valeurs communes de notre société. Merci.